Alors on va commencer cette dernière conférence. J'ai à mes côtés Hélène Virion. Donc c'est la première femme de ces tables rondes, enfin de ces conférences. Et ça tombe bien parce qu'elle est venue nous parler justement de la place de la femme et des femmes photographes dans la photographie et dans l'art en général. Oui, tout à fait. Alors mon intervention s'intitule « Où sont les femmes ?» Donc rien à voir avec Patrick Juvet. Mais photographie et cécité, parce que justement la place des femmes dans la photographie, depuis les débuts de l'histoire de la photographie, elle est clairement inexistante. Donc on va commencer tout... Alors... Attends, je te présente avant quand même, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Pas de problème. Alors Hélène, vous pouvez voir une de ces séries photos à la basilique Saint-Vincent. C'est celle avec les nuages et les cercles, et l'installation carrément en cône, là, on peut mettre la tête dedans. Vous pourrez aller voir ça. Et elle est surtout donc, photographe, plasticienne, et elle est aussi chercheuse à l'université Paris 1 à la Sorbonne, en fait. Voilà. Donc, je t'en prie. Merci. Donc c'est cette double posture qui me permet du coup aujourd'hui de parler, alors non pas en tant que plasticienne, mais bien en tant que chercheur de l'histoire de la photographie et de cette place des femmes dans la photographie. Alors on va commencer tout d'abord par une citation de Jonathan Jones, donc, qui vient du Courrier international, qui nous dit que depuis des centaines d'années, dans la plupart des œuvres d'art, le monde est perçu uniquement à travers un regard masculin. Si les femmes doivent être représentées correctement dans le milieu de l'art, c'est uniquement pour que le monde puisse être perçu dans toute son unité, afin que des siècles de demi-cécité artistique prennent fin. Et c'est cette question de cécité qui m'a vraiment intéressée dans sa proposition, puisque comme il l'évoque, vraiment, les photographes femmes et les praticiennes femmes sont inexistantes depuis les débuts de la photographie. En tant que chercheur et en tant que professeur, parce que je suis professeur aussi à la Sorbonne, j'ai eu l'occasion moi-même d'écrire des cours sur la photographie. Et en feuilletant tous les livres sur l'histoire de la photographie, je me suis rendu compte qu'alors que je suis une femme, par mimétisme, je ne faisais ressortir que les théoriciens, que les plasticiens, enfin les photographes, hommes de ce milieu. Alors que réellement... Oui, allez-y. Non, mais quand tu dis inexistante, en fait, c'est qu'elles sont mises de côté, en fait, c'est ça. Hein. Ah, exactement. Il y a une production de femmes, mais dont on n'a que très peu écho, en fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la théorie de l'histoire en général et de l'histoire de l'art, mais Paul Ricoeur nous dit clairement que l'histoire est faite par ses auteurs. Et les auteurs de l'histoire, alors l'histoire en général ou de l'histoire de l'art comme de l'histoire de la photographie, sont des hommes. Et nécessairement, forcément, ça oriente l'histoire elle-même et ses auteurs, ses artistes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le regard rétrospectif qu'on a sur l'histoire de la photographie, on se rend clairement compte que les noms qu'il reste, alors c'est ce qu'on va voir tout de suite, sont faits souvent au détriment des femmes, puisque toutes les femmes qui ont été oubliées, on verra pour Talbot tout à l'heure, sa femme était artiste, était photographe, on le verra pour d'autres noms, et c'est souvent le nom des maris qui est ressorti en tant que signature ou en tant que photographe même, qui est ressorti au détriment des femmes qui disparaissent complètement de l'histoire. Donc pour cela, voilà, la question de l'auteur est également importante, puisque si on se réfère à la notion de génie, qui est le génie? Le génie n'est pas une femme, le génie est un homme, c'est un nom masculin. Il y a vraiment dans l'histoire de l'art ce rapport très fort à l'homme, à vraiment une histoire androcentrée qui fait que la femme est complètement évincée du propos. Donc le génie créateur est complètement, laisse place complètement à un homme et à une vision androcentrée, alors de l'histoire de la photographie, mais aussi de l'histoire de l'art. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la photographie est quand même assez récente par rapport à l'histoire de l'art, et elle ouvrait une nouvelle porte aux femmes. Elle ouvrait vraiment cette possibilité de s'investir et d'inscrire leur nom dans l'histoire de l'art et de la photographie, puisque c'était un médium du coup inexistant et qui leur permettait là de prendre une nouvelle place. Et quand on regarde et qu'on fouille réellement dans l'histoire de la photographie, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes, alors qui sont soit techniciennes, ça peut être des coloristes, des repiqueuses, des assistantes en studio, mais qu'elles sont aussi photographes. Après, la nuance, elle est là aussi, c'est comme dans l'histoire de l'art, les photographes, avant d'être photographes, souvent sont modèles ou muses. Et c'est ce qui fait qu'elles disparaissent également justement de ce rapport au nom, puisqu'elles ne sont plus auteurs, elles sont souvent muses au détriment de leur pratique. Tu veux dire qu'elles sont surreprésentées dans les images, mais pas derrière l'appareil? Voilà, tout à fait. Et on le verra tout à l'heure avec Lee Miller. Il y a souvent des photographies d'elles dont on se souvient dans la mémoire collective et que vous avez certainement tous déjà vues, et qui prévalent sur leur photographie d'auteur. Et ça, on va le voir vraiment tout à l'heure à travers justement le prisme de l'histoire. Lee Miller, pour la petite histoire, c'est une des premières à avoir fait des photos à la sortie des camps de concentration.
Et on verra exactement la photographie, c'est ça, tout à l'heure. Je vous l'expliquerai, mais vous verrez, vous avez, je pense, tous en mémoire, si elle ne vous revient pas là tout de suite, d'elle nue dans la baignoire. Sauf que du coup, elle est plus hauteur. Là, elle est muse, elle est photographiée, alors qu'elle sort du matin même des camps de Dachau. D'ailleurs, on verra, il y a ses bottes qui sont pleines de terre. Et l'image qu'on a d'elle, c'est celle de la muse, justement du modèle féminin nu dans une baignoire, presque de cet odalisque, et pas du tout celle de la photographe. Et c'est ce qui est intéressant justement de voir aujourd'hui et qui ressort vraiment depuis quelques mois, notamment avec la part des femmes au Salon de la photo en 2018. Il y a vraiment comme un lever de bouclier pour que la femme, alors soit pas du tout mise en valeur par rapport à son genre, mais qu'on lui laisse, un petit peu comme Jonathan Jones l'évoque, qu'on lui laisse vraiment la place qu'elle mérite. Et pas du tout en regard d'une opposition masculine, mais simplement en regard de ses qualités plastiques. Donc dès le début de la photographie, il y a déjà en 1840 des dizaines et puis des centaines d'Européennes et d'Américaines aux origines sociales variées qui pratiquent la photographie. Donc ça, c'est vraiment un point d'ancrage très important à retenir puisqu'elles ne sont pas du tout inexistantes du médium. Elles profitent justement de l'émergence du médium pour s'investir. Et notamment, donc, le prince Albert introduit dans les textes de la Photography Society justement cette implication pleine et entière des femmes dans la pratique photographique. En France, c'est beaucoup moins le cas. Alors en France et en Belgique, les praticiennes sont beaucoup moins investies au niveau de la Société française de photographie. Mais il faut savoir vraiment que très rapidement, notamment aux États-Unis, elles ont une place vraiment entière et pleine et active, sachant que voilà, en 1900, elles sont 7000 femmes photographes à pratiquer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc la pratique est moins présente au début de la photographie chez nous, mais très rapidement, elles sont impliquées dans la question de la photographie et dans la pratique de la photographie dans ces pays-là. Je ne veux pas te piéger du tout, hein, mais c'est juste par curiosité comme ça. Oui. Comment tu arrives à ce chiffre de 7000 pratiquantes, praticiennes? Alors, les chiffres ne sont pas du tout faits par moi, parce qu'évidemment, je n'étais pas en vie en 1900. Mais réellement, voilà, c'est des chercheurs qui ont fait des recherches à ce moment-là, et souvent, notamment avec la Society Photographie, elles étaient inscrites. Elles sont inscrites. Voilà, elles étaient inscrites à ce moment-là. C'est ce qui fait que les chiffres sont présents aujourd'hui, ont toujours été présents, mais on les fait réémerger pour leur donner leur place et la bonne place qu'elles méritent. Donc alors, par exemple, on évoquait Lee Miller à l'instant, mais si je vous parle d'Amélie Guillot-Saguès, de Margaret Bourke-White, Julia Margaret Cameron, peut-être celle-ci, mais il y a énormément, Cunningham, j'ai noté énormément de noms qui sont présentes à l'exposition Qui a peur des femmes photographes, qui a été visible en 2016. Et je pense que, alors je ne vais pas vous poser à vous la question, en plus c'est très étrange de vous voir avec vos casques, j'ai l'habitude de faire des conférences, mais là j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, c'est très bizarre. Donc du coup, Thomas, c'est 2.0, c'est beau. Oui, c'est ça, c'est magnifique. Du coup, je te pose la question. Alors, est-ce que ces noms te disent quelque chose? Non. Cameron peut-être, à la rigueur. Mais... Cameron oui, mais les autres non. Alors je vous avoue qu'en tant que chercheur, et pourtant j'ai le nez dans les livres en permanence, parmi les 75 noms, il y avait énormément de noms que je ne connaissais pas. Parce que ces femmes ont été, en tous les cas, invisibilisées complètement par l'histoire, comme on l'évoquait à l'instant. Donc ça, c'est une exposition qui a été donc réalisée en 2016 à l'Orangerie. Et là, le propos des commissaires, c'était réellement d'interroger justement l'histoire, via le prisme de la femme, l'histoire de la photographie. Juste une référence à Virginia Woolf. Voilà, voilà. Parfait. Tout à fait. Donc Virginia Woolf qui défendait justement la position des femmes dans la question avec la question de l'auteur. Donc là, c'est la référence directe. Et cette première exposition, alors évidemment, ce n'est pas la première au niveau temporalité, mais je pense qu'en France, en tous les cas, c'est l'une des plus fortes à remettre en place, à offrir justement une place de choix aux femmes photographes et à sortir un petit peu justement de cette vision androcentrée. Alors, je vais me permettre, du coup, je vous évoquais tout à l'heure Madame Talbot. Alors, Constance Fox Talbot est la femme de William Henry Fox Talbot, sauf que son nom n'apparaît que très très peu, voire pas du tout, des propos sur l'histoire de l'art. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur cette image, c'est que quand on regarde uniquement l'image, on se dit, mais en fait, comme Lee Miller tout à l'heure, qu'on va revoir ensuite, elle n'est pas auteure, elle est modèle. Alors que si on se réfère à sa place, c'est l'une des premières femmes à être justement praticienne de la photographie. Elle pratiquait déjà dans les années 1840, donc c'est vraiment au tout début de l'histoire de la photographie. Et elle expérimentait même en 1939 justement la place... je me suis égarée, pardon. Elle a photographié un court versé du poète irlandais Thomas Moore, donc c'est vraiment une des premières femmes à faire des photographies.
Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est que là encore, et c'est l'image qui reste d'elle, c'est l'image d'une modèle, d'une muse, de la femme d'eux, et pas du tout d'elle en tant que praticienne. La même chose, si vous connaissez voilà, les premiers livres illustrés en photographie, c'est pas du tout son nom qu'on reconnaît. C'est pas son nom d'ailleurs, mais c'est le nom d'une femme également. Anna Atkins, qui était amie aussi des Talbot, c'est le premier livre illustré en photographie. Alors que si je vous pose la question, alors je ne sais pas, peut-être quelqu'un a la réponse parmi vous, s'il y a vraiment des férus de photographie, l'histoire ne retient pas du tout Anna Atkins, mais un homme. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose à l'un d'entre vous. Vous Ah, bah super. Vas-y. Non mais elle était botaniste en fait, c'est ça? Oui. Et du coup, elle a profité de... Mais, je regarde Joël parce que tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Alors moi, je perds le nom, mais c'est un Anglais qui a inventé le... Alors on a vu sa femme juste avant. C'est Talbot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et elle a repris l'invention de Talbot pour faire avec des... Je regarde derrière toi parce qu'il y a un végétal derrière toi, mais pour faire des... Alors elle fait des photogrammes. Des photogrammes, voilà. En fait, elle place des algues séchées donc, sur le papier photosensible et elle crée ainsi le premier livre illustré. Alors pour ceux qui ne font pas du tout de photographie, le papier photographique est photosensible à la lumière. Donc à partir du moment où on place l'élément solide sur le papier, la lumière n'est pas captée. C'est ce qui fait qu'on a une trace blanche, qu'on va voir juste après, d'un végétal. Et ce cyanotype, donc cyanotype, du coup vous pouvez les reconnaître, alors le professionnel des procédés anciens est juste là. Mais voilà, il est notamment perceptible et reconnaissable parce qu'il est bleu. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, là, dans le cadre de l'histoire de la photographie, c'est qu'Anna Atkins, c'est la première à faire des livres illustrés en photographie, alors que le nom qu'on retient, c'est Henry Fox Talbot. The Pencil of Nature, c'est le premier livre dont on a tous peut-être entendu parler, en tous les cas dans le milieu, alors qu'en fait, le premier, c'est bien elle, et c'est pas du tout Talbot. D'autres éléments importants, comme ça, une autre photographe... François, alors c'est Gerda Taro, mais alors ce qui est intéressant, je pense que le livre, c'est pour ça que par la photographie, de François Masper veut tout dire, l'ombre d'une photographe. Alors il y a quand même son nom derrière, mais elle réémerge seulement maintenant. Alors le livre date de 2006, mais c'est pareil, c'est une photographe qui a été totalement évincée. Alors que Gerda Taro, quand je vais vous parler du nom, alors pas son conjoint, mais la personne avec qui elle vivait, ça va tout de suite vous paraître, alors là même je pense que si vous ne faites pas de photographie, si je vous parle de Robert Capa, pour vous c'est clair. Robert Capa, en fait, c'est grâce à elle qu'il a émergé, puisqu'en fait donc c'était sa compagne. Elle est décédée très tôt, à 27 ans si je ne dis pas de bêtises, à 26 ans pendant la guerre d'Espagne, mais ils ont toujours pratiqué ensemble. Sauf qu'ils ont pratiqué à deux sous un nom, donc ils avaient tous les deux des noms d'artistes, enfin des patronymes. Et là, en fait, elle a complètement disparu, donc elle était l'ombre, hein, c'est clairement ce qu'on voit là, et puis ce qu'on va revoir juste après dans la citation, c'était vraiment une ombre parmi les ombres. C'était même pas l'ombre d'elle-même, c'était l'ombre de Robert Capa. Et dans toute l'histoire de la photographie, de nombreuses femmes, alors là c'était du coup l'amant, le conjoint avec qui elle pratiquait, qui l'a fait disparaître, alors que réellement, c'est lui qui l'a, enfin c'est elle par ce glissement de nom vers un surnom qui l'a fait émerger. D'autres noms, alors Ray et Philippe Soupeau, là, qui sont un peu moins connus, mais on parlait tout à l'heure de Lee Miller. Alors vous connaissez peut-être cette photographie, mais ce qui est assez étonnant, donc elle a travaillé donc, en tant que modèle tout d'abord, puis en tant que photographe, notamment pour Vogue. Enfin, elle a vraiment une pratique aboutie. Elle ressort depuis quelques années vraiment dans le milieu de la photographie. Mais ce qui est intéressant, donc on évoquait justement cette photographie tout à l'heure, c'est que celle-ci est d'elle, alors que ce qu'on connaît d'elle, c'est plus celle-ci. Et là encore, elle est évincée. Alors, Lee Miller vivait avec Man Ray, donc, que vous connaissez aussi certainement en tant qu'artiste. Donc, très souvent, le travail de Man Ray est passé au-dessus de son travail à elle. Et alors, pire que tout, je trouve, là, elle sort des camps, sachant qu'elle sort là de Dachau. Le matin même, elle était à Dachau. Donc, je vous parlais des bottes avec la terre qu'on voit au premier plan. Là, elle est dans la baignoire d'Hitler, à Munich. Et ce qu'on retient d'elle, c'est cette image. Et ça, ce qui est assez fou, voire, je pense que ça porte même pas de nom, c'est que sa pratique de photographe disparaît pour nous laisser place à son corps nu en train de se laver dans la baignoire d'Hitler.
Et on oublie complètement les chocs post-traumatiques qu'elle a fait ensuite, parce qu'elle a vraiment été meurtrie de son travail de reporter de guerre. Elle a travaillé notamment sur la place des femmes pendant la guerre, après la guerre, et sur l'ouverture des camps. Donc elle a vraiment une pratique très lourde, très dure, et un vécu émotionnel nécessairement lié. Et ce qu'on retient d'elle le plus, au final, c'est cette photographie qui n'est pas d'elle, du coup, elle est simplement la muse et le sujet nu. Alors on parlait d'odalisque tout à l'heure. Ce qui est fou, c'est que quand on analyse l'image, on a ce nu à droite, cette petite sculpture, on a cette baignoire, on a le portrait d'Hitler, bon, là, pour faire un petit peu la référence historique, mais elle est mise à nu dans son intimité, mais plus du tout, on fait complètement disparaître la question de l'auteur. C'est rigolo que tu dis ça parce que ça fait écho pour les Messins dans la salle. Il y a eu au Centre Pompidou l'année dernière, je crois, une grande exposition sur les couples d'artistes qui montrait complètement ça en fait. Comment les pratiques des femmes dans ces couples-là étaient la plupart du temps, en tout cas, mises en compétition, mises de côté, tues, etc. Voilà, tout à fait. Alors tues ou même la place de la femme laisse parfois place à celle de l'homme juste pour la signature. C'est ce qui fait que les photos sont vendues au détriment de la femme qui disparaît exactement. Alors c'est bon dans le milieu de la photographie, mais c'est également en histoire de l'art. Hein. Le propos est exactement le même. Et c'est vrai que l'exposition au Centre Pompidou le relayait très bien. Donc là, voilà, vous voyez encore, c'est une signature d'homme. Hein. C'est la signature d'homme qui apparaît dans les musées et elle reste seulement la muse. Alors il y a d'autres noms aussi, mais qui sont moins connus. Alors ça, je vous avoue non plus, je ne connaissais pas au moment de la... Ah ben pardon, le nom du fichier, vous m'excuserez, c'est resté au niveau du JPEG. Mais... Donc du coup là, Tina Modotti, elle est avec Edward Weston. Edward Weston, je pense que c'est un nom qui résonne bien plus que le sien. Par contre, l'image, je pense que vous l'avez quasiment tous déjà vue ou parcourue. On l'a dans l'imaginaire collectif, on l'a tous déjà vu, mais on ne connaît pas le nom de l'auteur. Et là, c'est assez significatif, je pense, c'est à nouveau une femme. Alors il y a d'autres noms. Alors la plus connue au niveau plasticien, là c'est Lucia Molinaghi de Laszlo Molinaghi. Hein, donc c'est à la fois là sa place de praticienne qui disparaît au profit de son mari, et puis en même temps, donc c'est l'école du Bauhaus. Je ne sais pas si du coup ça vous parle un petit peu, mais c'est un mouvement artistique. Et là, elle disparaît à la fois au profit de son mari, mais aussi pour Walter Gropius, qui lui a créé le Bauhaus. Donc là, la femme est doublement volée, et par son mari. Alors évidemment, quand je dis voler, le terme paraît un peu fort, mais elle disparaît dans l'histoire de la photographie au profit de son mari, et puis de Gropius, qui n'avait pas du tout besoin de ses photographies pour être connu. Donc ce qui est assez troublant, c'est qu'en plus d'être réel au 19e et au 20e siècle, cette cécité dont je parlais tout à l'heure, elle est récurrente et elle persiste. Et ce qui est à la fois paradoxal et en même temps troublant, c'est de se demander pourquoi à l'heure actuelle, toutes ces femmes photographes, alors sont seulement maintenant reconnues, mais elles demandent encore, l'histoire de la photographie qui est en train de s'écrire demande encore plus de travail aux femmes pour être reconnues par le monde de l'art en général. Et ce paradoxe, c'est assez troublant. Alors ça, c'est le ministère de la Culture qui l'a sorti. Alors là, on est beaucoup plus ancré dans l'art contemporain, dans le monde contemporain. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement qu'au niveau des chiffres, 80% par exemple des photographies achetées et exposées sont celles d'hommes, en plus occidentaux. Alors évidemment, là on parle du clivage homme-femme, mais il y a aussi ce critère au-delà du critère de genre, du critère de race qui apparaît. Et les femmes photographes, alors je peux vous le dire en tant que plasticienne, parce que j'enseigne aussi à la Sorbonne, mes étudiantes sont très 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 nombreuses en première année, et à la fin de cycle, en doctorat, il y a beaucoup d'hommes qui restent. Et alors au-dessus, je vous en parle même pas, hein, tout ce qui est au niveau universitaire au-dessus, c'est quasiment que des hommes. Mais dans les écoles de photographie, y compris sur les galeries, dans les galeries, y compris dans les musées, il y a toujours cette prégnance masculine qui domine et qui laisse doucement, mais très doucement, la place aux femmes. Je vous parlais de 80% au niveau des photographies achetées et exposées, mais il faut savoir aussi que 20% des artistes femmes sont aidés par des fonds publics. Donc 20% face à 80%, c'est quand même, je pense, ça parle de lui-même. Autre chose, seulement 15% des collections publiques et une infime partie des collections privées sont des femmes. Donc il y a vraiment une sous-représentation et même une évaporation des femmes dans la culture. Est-ce qu'il y a un volontarisme politique pour inverser la tendance ou pas? Alors tout à fait, c'est pour ça aussi qu'a été édité ce papier. C'est que l'idée, c'est vraiment de donner une place plus importante aux femmes. Alors le risque est toujours la question de l'équité et de l'égalité. Comment mettre en valeur les femmes
sans donner l'impression qu'on veut les représenter au détriment de leur qualité plastique. Là, par exemple, à Arles, ça va être la première année là, pour la 50e édition où il y aura à peu près une parité, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça commence vraiment tout doucement, alors au niveau politique, mais au niveau artistique, puisqu'il y a eu, je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a eu comme un lever de bouclier au manifeste des femmes à Paris Photo. Il y a vraiment une place qui commence à leur être faite. Donc ça, c'est clairement c'est les chiffres. Hein. Donc dans les écoles supérieures de photographie, donc on a quand même 60% maintenant à Arles, alors que très peu de femmes sortent par rapport au nombre d'hommes des écoles d'Arles. Pareil pour les revenus. Enfin, vous voyez, ça c'est vraiment le ministère qui a édité ce papier. Il y a vraiment un rapport assez troublant de la place qui est laissée aux femmes. Vous voyez, 21% des femmes exposées à Paris Photo 18. C'est quand même pas beaucoup, quoi. 21% sur Paris Photo, c'est très très peu. Donc même à l'heure actuelle, et c'est ça qui est vraiment troublant, c'est pourquoi cette sous-représentation perdure. Alors il y a différentes propositions. Il y a le fait de cet univers un peu androcentré qui fait que les directeurs de festivals, de galeries choisissent plus difficilement des femmes, mais il y a aussi une sous-représentation. On voit même ici au festival, on voit qu'elles sont moins présentes. Même rien que pour l'envoi pour Musicographie ce soir, il y a moins d'envois de femmes. Alors après, c'est vraiment une explication sociopolitique, mais c'est intéressant aussi de le noter que même à l'heure actuelle, peut-être que c'est un frein qu'elles se donnent elles-mêmes. Enfin, en tous les cas, il y a des causes qui font qu'elles sont encore sous-représentées à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un thème de recherche aujourd'hui, comme Bourdieu a pu le faire sur la domination masculine? Est-ce que dans les études autour du genre, ou en tout cas de l'art, c'est des thèmes qui commencent à aussi être investis par la recherche? Alors, par la recherche, oui, et aussi par les photographes elles-mêmes. Puisqu'à Paris Photo, alors je ne sais plus ce que j'ai mis... alors là, il y a eu un petit problème de... Voilà, alors c'est pas grave, on va passer directement à celui-ci. Donc ça, c'est la photographie du manifeste de la part des femmes, donc vous le trouverez facilement sur Internet, hashtag la part des femmes. C'est vraiment un groupement féministe qui a écrit un manifeste, comme le manifeste surréaliste, et elles l'ont édité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles l'ont édité. Alors je vais vous en mettre un petit morceau, je voulais vous passer une vidéo, mais... Alors non, ça c'est l'Oranger, on reviendra dessus après. Ah non, c'est le... Bon, c'est celui-ci, du coup, vous n'avez que le début. Et donc, elles expliquent réellement qu'on pense que les choses changent, alors que réellement, c'est très, très lent. Et elles se sont toutes présentées en disant « Regardez-nous, prenez votre temps ». Et cet élément qui scandait vraiment toute l'intervention, qui a duré une vingtaine de minutes, donnait vraiment le temps aux regardeurs, aux spectateurs qui étaient là à Paris Photo, donc qui est forcément du galeriste, du photographe, qui leur redonnait leur place en disant « Voilà, je suis là, je suis devant vous, je donne mon nom, mon prénom, vous ne me connaissez pas, et pourtant je travaille pour ». Et l'Oranger, par exemple, qui est après, alors qui n'était pas à Paris Photo, elle nous cite justement c'est une photographe de reportage qui a fait vraiment des très gros conflits et qui continue à faire des très gros conflits, avec qui j'ai eu la chance d'exposer l'année dernière, qui nous expliquait réellement que la place des femmes, elle n'a pas du tout, au niveau du terrain, il n'y a rien qui la différencie de l'homme, hormis une esthétique. Une esthétique et une façon plus facile pour elle d'accéder au public femme, notamment dans les pays en guerre et les pays, je pense notamment aux pays musulmans, où la femme photographe, du coup, a accès à d'autres lieux. Et ces photographies qui sont notamment, qui paraissent dans Le Monde, enfin vraiment dans des journaux très reconnus, donnent toute l'importance à cette place de femme photoreporter, et qui ne fait pas du tout clivage, elle le dit très bien d'ailleurs au niveau du genre, mais par contre qui lui impose quand même des gestes déplacés, des éléments qui la confrontent à des propos sexistes, dégradants, parce qu'elle est femme, et qui du coup remettent en cause sa posture de femme, mais surtout sa posture de photographe reporter. Et ça, c'est aussi intéressant de le noter, puisque vraiment, ça induit un changement de posture dans son métier. J'empiète un petit peu sur la suite peut-être, donc tu me dis si c'est plus tard, on laisse tomber. Mais même si tu n'es pas spécialiste du genre, vu que c'est ce qui nous anime quelque part là aussi, oui. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut noter des différences dans la production photographique des hommes et des femmes? Est-ce que les femmes produisent d'autres types de photos? Est-ce qu'elles ont un autre rapport au champ social, par exemple, à certaines minorités, à certains aspects de la photo, ou à certains types de genres photographiques que d'autres? Alors je pense qu'il pourrait être intéressant, ce serait, alors j'ai pas du coup ça sous la main, mais de vous montrer des images et de vous demander clairement si c'est des hommes ou des femmes.
Je pense que ça serait assez difficile de faire émerger, même si voilà, on aurait plutôt, à mon avis, 60% de chances de trouver la réponse, de savoir si c'est un homme ou une femme. Laurent G, clairement, quand on voit ses tirages, moi j'en ai un en tête, mais du coup je ne voulais pas montrer parce que j'avais peur qu'il y ait des enfants dans la salle. Elle fait, alors son Instagram est assez fourni, elle fait une photo d'elle de face avec le gilet pare-balles, et elle nous montre l'autre sens. Et en fait, elle est dans un champ opératoire en pleine guerre, hein, avec des images mais complètement atroces. Au niveau du cadrage, au niveau de la composition, au niveau de la violence de ce qu'elle regarde, on ne peut pas, à mon sens, savoir si c'est un homme ou une femme. J'ai eu d'ailleurs la chance, moi, d'exposer, c'est la dernière image, justement, dans l'exposition photographe, donc avec le signe de Vénus, l'année dernière à Reims. Et je souhaitais vous montrer cette dernière image parce qu'on a à la fois des photojournalistes, on a à la fois des plasticiennes, on a voilà, des genres très très différents au niveau de la photographie, mais je ne suis pas certaine, notamment par exemple avec Dorothée Allange, comment identifier le fait que Dorothée Allange dans ces images est une femme. Il y a une sensibilité qui peut être différente, mais est-ce qu'elle est générée par le genre? J'en suis pas certaine. C'est le piège de ma question, c'est qu'en fait du coup ce qu'on tait, ce n'est pas un regard qui serait différent et qu'on n'accepterait pas en fait. Oui. C'est pas ça, le problème, il n'est pas là, en fait. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment plus une question de genre. C'est cette barrière. On parle d'ailleurs de plafond de verre, hein, notamment pour les rencontres d'Arles. C'est un plafond de verre qui laisse moins rentrer les femmes dans l'histoire de l'art et puis dans l'art contemporain. Et c'est pas du tout lié au genre, mais vraiment plus à ce passage qui fait qu'elles accèdent aux galeries, aux musées, aux expositions, aux festivals. C'est vraiment plus... sur ces différentes barrières qui sont mises avant la monstration. Alors, du coup, moi, j'arrive un petit peu au bout de ma proposition. Alors, juste pour finir, là, donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette exposition qui était dirigée par la salle d'attente, avec un homme, Alain Collard, à la tête de la salle d'attente. Et ce qui était assez paradoxal, c'est que nous étions toutes des femmes exposées, donc 13 femmes photographes, mais qu'il y avait dans cette salle d'attente, donc dans ce groupe d'exposition, énormément d'hommes. Et quand la presse venait nous contacter pour faire des interviews, on demandait par exemple à Alain Collard de ne pas intervenir parce qu'il allait biaiser la réponse dans la mesure où il était un homme. Et l'idée, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, elles l'ont rappelé au manifeste de la part des femmes à Paris Photo. C'est pas la question de se poser homme contre femme ou l'inverse. C'est pas du tout un propos féministe à l'extrême. C'est juste une représentation des femmes. Et ce qui était vraiment très troublant dans cette exposition, c'est qu'au lieu de nous dire on laisse une chance, voilà, 13 photographes femmes d'exposer leur diversité, c'était presque amoindrir la qualité des femmes photographiées qui posait question en fait. C'est toujours le problème de ce qu'on appelle la discrimination positive ou l'affirmative action aux États-Unis, c'est que du coup on va vous faire le procès de dire vous êtes là parce que vous êtes des femmes et qu'on vous met en avant, oui. Alors qu'en fait vous êtes là juste parce que vous êtes talentueuse. J'ose espérer. Mais c'est vraiment ça, je vous parlais d'équité et d'égalité tout à l'heure. C'est toute l'ambiguïté du propos. C'est comment donner la place aux femmes sans donner l'impression que c'est pour leur genre au détriment de leur propre pratique. C'est toute la question en fait, de la place des femmes aujourd'hui et toute l'importance du manifeste de la part des femmes qui a eu lieu du coup, il y a seulement quelques mois, alors que ça devrait être une évidence. Et dans l'art contemporain, la photographie contemporaine et dans l'histoire de l'art, alors que ça ne réémerge seulement qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur un thème aussi vaste? Non, vous devez avoir des questions. Il y a une question toute loin là-bas. Voilà, avant de prendre Joël, le Turc a levé la main aussi. Et non mais viens. Et comme c'est une sorte de gimmick aujourd'hui, je continue avec mon gimmick. Du coup, moi j'aurais plein de questions parce que c'est un sujet qui me fascine. Notamment le sujet du génie. Enfin, après je te poserai des questions en privé parce que sinon on en a pour 1 heure. Mais est-ce que, partant du principe que le monde de l'art est difficile pour tout le monde, et que des invisibles dans l'histoire de l'art, il y en a eu aussi pour les hommes, pour les hommes créateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'hommes qui ont crevé la dalle aussi toute leur vie. Si on s'accorde pour dire ça, est-ce que moi c'est une vraie question, j'ai pas de réponse toute faite à ça, mais est-ce que le génie... moi je me suis souvent dit que finalement il y avait aussi un intérêt, que les mecs c'était par nihilisme, quelque part, plus intéressés à la création effrénée, parce qu'ils avaient un rapport à la vie complètement différent. C'est-à-dire que, pour moi, la création, c'est comment on crée par rapport au rapport qu'on a avec la vie. C'est-à-dire que les mecs sont
peuvent se permettre d'être nihilistes, c'est-à-dire de consacrer une carrière complètement absurde et de se mettre en danger même socialement et de se mettre en danger mentalement, alors que les femmes, elles ont forcément quelque chose qui les ramène à la concrétude quoi, de la vie. Et je me suis souvent demandé si, je ne dis pas que le génie est inaccessible pour les femmes, mais est-ce qu'il n'est pas plus compliqué Enfin, la question toute simple, c'est est-ce que les hommes n'ont pas plus, au final, de visibilité parce qu'ils ont naturellement, si on peut encore employer ce mot-là aujourd'hui, un attrait vers vers ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des domaines où les hommes sont surreprésentés ou inversement, parce que finalement, on n'a pas le même rapport à ça et que généralement, on est bien plus intéressé par un domaine que par un autre. Voilà, c'était la question, quoi. Je sais pas si c'était très clair. Si, c'était très clair. Alors déjà, il y a la question de génie. Bon, est-ce que la question de génie existe réellement dans l'art et dans l'art contemporain? Déjà, c'est un petit peu glissant, donc je pense que là, on va la laisser de côté. Mais surtout, oui, la place des femmes, forcément, la manière dont elles vivent influence la pratique. Mais quand on parlait de Taro et Capa, Taro, elle est décédée à 26 ans en pleine guerre d'Espagne, elle avait la même vision que Capa au niveau artistique. C'est simplement que son nom a disparu au profit de celui de son homme, quoi. Après, au niveau de la vie contemporaine, évidemment, déjà, c'est plus la même. Mais je parlais de Laurent G tout à l'heure. Je pense que dans le corps d'un homme, ça changerait pas grand-chose au niveau de sa pratique. Elle fait les mêmes choix qu'un homme, au final. Parce qu'elle va vraiment sur des lieux, c'est ce qu'elle vit tous les jours au quotidien. De se confronter, elle est obligée de s'en foutre comme un homme s'en foutrait d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle fait les choix, elle fait des choix masculins dans ses prises de position. C'est-à-dire elle s'en fout de mourir, elle s'en fout non mais elle s'en fout de maintenir la vie en état de marche. Je sais pas si je veux dire, elle a quelque chose à l'homme, il a moins à abandonner au final, il a moins à lâcher. Alors moi je comprends pas ce que tu racontes en fait. Depuis tout à l'heure, je suis un homme comme toi, hein, mais en fait, le côté naturel de la chose là, pour un homme c'est naturel, pour une femme ça l'est pas, elle a moins de choses à abandonner, je comprends même pas de quoi tu me parles en fait. Donc tu peux mettre des mots là-dessus, mais très précisément en fait, hein, parce que du coup je comprends vraiment pas. C'est pas des affirmations, c'est des questions en fait. C'est-à-dire que pour moi, comment dire, l'homme s'est mis à créer parce qu'il avait une misère à compenser. C'est-à-dire il avait. Non, je parle homme. Je parle de homme avec un petit H, le masculin, quoi, le petit H. Et voilà, le mec, en gros. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une névrose, l'art. C'est-à-dire c'est une espèce de truc où tu cherches à compenser quelque chose que tu as perdu ou que tu n'as pas. C'est-à-dire un espèce de rapport à la vie et à la création. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le corps féminin permet une création, permet une espèce de pérennité et un rapport à la vie plus tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Alors la question est très difficile. Mais en fait non, moi je vois toujours pas ce que tu veux dire. En fait, c'est pas parce que la femme peut porter un enfant qu'elle a un rapport à la vie plus différent que. Bah je sais pas en fait. Toi tu dis ça, mais je sais pas en fait. Je vois pas pourquoi le fait de pouvoir porter un enfant peut changer ton rapport avec une œuvre d'art ou le monde que tu as autour de toi en fait. Moi, je pense que c'est surtout une question d'implication. Après, si je demandais là dans la salle qui demain veut partir avec son sac à dos, son appareil photo en Irak, c'est une question de posture personnelle, pas je suis un homme, je suis une femme. Alors je répète, justement, il disait à l'instant qu'apparemment pour lui, créer pour une femme, c'est plus difficile. Tu penses qu'il y a plus de concessions à faire? Ce serait peut-être ça au niveau personnel, quoi. Il y a quelqu'un qui veut répondre ici, du coup. Merci. Je m'appelle Anne. Je fais partie des artistes qui néanmoins ont eu un enfant. Et en fait, il me semble que ce que vous venez d'amener correspond assez bien à l'idée sociale qui fait que nous avons été pleines et que nous avons mis bas. Et que de fait, nous avons une chose comme ça et ça c'est la réalité, on a quand même vachement de bol, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose de définitif. Et que, ça j'entends bien, que vous les hommes, pas. Que pour autant, il me semble que l'acte
d'avoir un geste artistique ou ne serait-ce qu'une pensée de projection artistique n'est pas en lien avec ça. Et n'est pas en lien avec seulement des peurs ou une histoire préhistorique de la place de l'homme et de la femme. Et que par contre, ce qui nous colle au cul, c'est la place sociale dont vous venez de démontrer de grandes traces. C'est qu'effectivement, un homme qui partirait couvrir des champs de bataille ou qui s'enferme des semaines et des semaines dans un atelier, c'est entendable. Une femme qui le fait a sous-entendu un père qui l'accompagne, qui est hyper sympa. Voilà. Un père ou un mari, on l'a vu. Hein. Non, et puis il ne faut pas oublier que si les femmes portent un enfant, il faut être deux pour le faire, enfin, tu vois. Joël, du coup, Népère qui... Avec le casque ou sans le casque? Bon. Plus pour revenir sur le fond, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est l'histoire de... C'est Clémence Fox-Talbot? Non, c'est pas Clémence, c'est... Constance. Constance. Qu'est-il arrivé de ces images? Alors ces images restent, mais sont beaucoup plus difficilement accessibles. Alors pour les chercheurs, c'est assez facile, hein, pour la BNF, hein, vraiment dans les fonds. Mais en ligne, par exemple, on trouve assez difficilement ces images. Parce que c'est peut-être ça le gros problème. Qui a décidé que tout d'un coup ces images ne devaient pas apparaître? Mais le problème, c'est la disparition de ces images. Par exemple, Anna Atkins, qu'on a vu tout à l'heure, donc avec un livre qui a été publié, il n'en reste dans le monde entier que 15 exemplaires. Mais il avait été très peu produit aussi, vu qu'elle a tout fait elle-même. Oui, puis produit à compte d'auteur aussi. Parce que je me pose la question, je trouve ça très intéressant, parce que ça recroise un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais d'une autre façon, ce que je trouve super intéressant pour les gens, si ils ont pu faire les deux, parce qu'ils voient que tout se recoupe. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que moi, dans mes recherches, je ne trouve pas d'images de femmes. Oui, mais justement, c'est cette question de la persistance. Mais qui me donne la réponse? Comment ça, qui me donne la réponse? Comment y avoir accès? Est-ce que je dois, moi, aller dans des bibliothèques spéciales pour avoir des images de femmes? Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi? En fait, tout à fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pourquoi ces femmes restent. Pourquoi elles restent, en tous les cas, si peu visibles, mais elles existent, elles sont là, et dans les fonds, on trouve des choses, alors en cherchant très difficilement, mais il faut faire partie justement de ces gens qui vont passer des heures à chercher, d'aller d'une bibliothèque en bibliothèque. C'est vraiment des fonds très précis. Mais parce qu'elles sont toujours invisibilisées, parce que ça n'intéresse pas le monde contemporain, apparemment, en tous les cas, pas encore assez suffisamment, pour scanner tout simplement ces images et les faire apparaître au grand jour. Ça va faire partie d'un travail collectif de nos sociétés de démasculiniser les choses et du coup de relire l'histoire de l'art. C'est comme si je vous demandais là, ok, citez-moi 5 peintres femmes avant le XXe siècle. On va rigoler en fait. Qui en a 5? Ben voilà, 5, c'est pas... Il y a 10 siècles, hein. 5. C'est facile, voilà. Et il y en a pourtant. Elles savaient peindre aussi. Dans les ateliers, il y en avait. Donc même dans les tableaux que vous connaissez, de David, d'autres gens comme ça, il y a des femmes qui ont fait des paysages, qui ont fait, alors pas des figures, ça c'était le prince qui le faisait, mais qui ont fait des drapés, qui ont fait des animaux, Mais voilà, donc il va falloir retravailler ça d'un point de vue militant, d'un point de vue humaniste, pour dire simplement, on ne met pas de côté 50% de la population, 51% de la population, qui a eu une pratique dont on en a eu pour plein de raisons sociales, de domination, de reproduction, de place instaurée, dont on hérite et qu'on subit en fait tous. Et donc il faut travailler pour se défaire. Il va falloir relire ça pour... Mais on a de la chance, on va retrouver les trésors en fait. C'est ça la vérité, c'est que du coup on a toute une production là, on a la moitié de la production, peut-être pas parce qu'elle produisait moins, mais on a en tout cas beaucoup de productions qu'on va peut-être redécouvrir et relire. Et on a de la chance en fait, enfin nos enfants ont de la chance, si ce n'est pas perdu. Si on fait ce travail-là de conservation... Enfin, je fais comme si j'étais spécialiste, mais je ne le suis pas, c'est elle, pardon. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Mais c'est aussi, la question se pose, alors pour les femmes, mais pas que. À Orsay, en ce moment, il y a une exposition sur les modèles noirs. C'est un petit peu le même problème. C'est que alors en plus, ces modèles noirs, alors je devrais peut-être pas... Explique ce que c'est. Alors voilà, tout à fait, c'est mon propos. C'est que l'idée, c'était justement de mettre en valeur les sujets noirs dans la peinture. Alors c'est une exposition uniquement consacrée à ça. Mais c'est aussi le problème de l'art contemporain. Alors tu l'évoquais à l'instant avec la question de la femme, la question du génie. C'est toujours des propos glissants. Là, les propos, alors en tant que chercheur, du coup, là, je change de posture en art.
le propos est de dire, mais pourquoi on fait une exposition sur les modèles noirs et pas sur les artistes plasticiens noirs? Il y a toujours ce rapport un peu glissant justement à ce qui n'est pas la norme et qui pose encore question, notamment avec les femmes. C'est pas le sujet principal actuel, même si ça le devient, de mettre en valeur justement les vieilles images de ces femmes photographes. On garde toujours en mémoire, et pour avoir écrit du coup à mon tour une partie de cette histoire que j'ai simplement réécrite à partir de ce que je lisais, on les laisse dans l'ombre parce qu'on avance avec ce qu'on sait déjà. Et c'est pareil donc pour les femmes, on l'a vu, hein, les exposés, c'est des hommes occidentaux, c'est pareil, tout est aussi question de normes en fait, que ce soit pour les femmes, pour la couleur, pour la race, pour vraiment tout est question d'habitude et de normes. On le voyait avec la femme. Ça véhicule encore des choses, encore actuellement au XXIe siècle, alors que ça ne devrait plus le faire. Quand je vous parlais de Laurence G tout à l'heure, qui part vraiment, moi j'aurais pas son courage, hein, mais elle fait des choses, alors tu dirais les choses d'un homme certainement, mais c'est juste sa posture d'être humain qui dit que elle, en tant que photoreporter, elle va partir sur des conflits pour donner trace photographique de ce qu'elle y voit. Et qu'elle soit un homme, une femme, à part la facilité de rentrer dans des univers de femmes, pour elle, ça ne change rien. En fait, ce qui serait intéressant, c'est aussi de se dire que malheureusement, on a beau être au XXIe siècle, en 2019, je pense qu'il serait intéressant, notamment pour des jurys, quels que soient les prix de photographie, d'anonymiser l'auteur, en fait, et qu'on ne juge plus que la série, en se foutant de qui l'a faite. C'est toujours une expérience qui est assez étonnante à faire quand on va dans un musée dont on ne connaît pas forcément les œuvres, parce qu'elles ne sont pas forcément les plus connues des artistes qui sont présentés. Si on enlève tous les cartels et qu'on demande juste aux gens qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, ou qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qui ne les intéresse pas, et bien s'il n'y a pas marqué Picasso, peut-être que ça ne nous intéressera pas en fait, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et inversement en fait, nos regards sont tous ne sont pas neutres en fait, et ils sont orientés par beaucoup de codes, toute une culture qui a été dominée par l'homme depuis toujours. Et du coup, on a, comme toi Sébastien, des choses dans la tête qui sont une femme a d'autres choses que l'homme dans sa... On vient de regarder une série de photos pour musicophotographie. Ça rentrait même pas en compte. J'en avais rien à faire. Enfin, on regardait les images et je me suis dit ça c'est beau. Et après je me suis dit et en fait quel âge il a, quel âge elle a, c'est une nana, c'est un mec. Mais en fait je suis tellement amoureux de l'art que c'est pour ça que je pose des questions peut-être un peu brutales parce que je suis très très pointu. J'ai pas envie que quelqu'un soit mis à la place comme tu disais parce que c'est une femme. Moi non, je regarde le truc, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Donc non, tout à l'heure on a regardé. Enfin, moi je m'en fous. Enfin, une belle photo, c'est une belle photo, quoi. Point barre. Mais tout à l'heure tu citais Paul Ricoeur et en fait lui parlait de l'art, mais on sait bien que l'histoire, c'est comme si vous lisez les croisades vues par les Arabes d'Amin Maalouf. L'histoire est écrite par les vainqueurs et l'histoire est écrite aussi par ceux qui dominent en fait. Et donc la domination des hommes a fait que l'histoire s'est écrite pour les hommes au détriment d'eux. Et il serait intéressant de faire pareil, alors on ne va pas faire du sous-genre, etc., mais lié à la colonisation, lié à l'étranger, voilà. Et c'est le même genre de phénomènes sociologiques, sociaux, culturels, historiques qui font qu'aujourd'hui, en tout état de cause, il y a toujours moins de femmes exposées, moins de femmes en responsabilité, mais qu'on se rassure, hein, là on parle de photo aujourd'hui, donc c'est la photo qui a l'air d'être rétrograde, mais moi je suis plutôt spécialiste du spectacle vivant, du théâtre. Les chiffres sont accablants en fait. C'est-à-dire que l'État lui-même n'arrive pas à distribuer les subventions de la même manière. Il y a très peu d'autrices ou d'auteurs montés alors qu'elles sont très nombreuses à écrire, etc. etc. Donc c'est le même débat en fait. Le Turc demande s'il y a d'autres raisons autres que sociales pour expliquer ce phénomène en fait. Alors du coup, je ne suis pas spécialisée du domaine, donc je m'appuie uniquement sur le manifeste de la part des femmes. Ce qu'elle dénonce clairement, c'est que sur un fait social, alors tu parlais de l'enfantement tout à l'heure, mais pas que, c'est surtout le rapport, on l'a vu avec toutes les affaires qui sont sorties dans le cinéma récemment avec Balance ton porc. Enfin, la femme est toujours sur une posture un peu glissante. Pour pousser certaines portes, on lui impose.
Alors que ce soit de ne pas enfanter, que ce soit de faire autre chose qui est beaucoup politiquement, vraiment politiquement moins correct. Mais ces barrières-là, en fait, elles sont encore existantes dans le milieu de l'art. Et moi, personnellement, j'ai énormément de connaissances femmes dans le milieu de l'art contemporain à qui ça a été demandé. Donc ça, c'est des frontières qui sont sociologiques, qui sont complètement dingues et souvent tues, mais qui existent. Et qui peut-être qui ont fait encore ces dernières années, parce que je pense réellement qu'actuellement ça change réellement, puis qu'il y a beaucoup plus de risques pour les hommes glissants du coup d'être dénoncés, mais ça a été existant encore jusqu'à très récemment. Il y a des affaires qui sortent en ce moment avec, par exemple, des grands chorégraphes comme Yann Fabre, qui a une vingtaine d'hommes et de femmes de sa compagnie qui ont témoigné en lettres ouvertes contre les pratiques qu'il a, qui sont sexistes, de séduction, etc. Et il y a des femmes qui s'exprimaient dans la presse et qui expliquaient que, par exemple, dans la danse, mais c'est vrai au théâtre, c'est vrai dans tous les endroits où on vous choisit, ou au cinéma, il faut créer du désir pour quelqu'un, pour un artiste. Et il y a quelqu'un qui disait, mais imaginez que vous soyez secrétaire dans une entreprise et que votre patron vous dise, mais tu vois, il faut que j'ai du désir pour toi, pour t'employer. Tout le monde serait choqué, en fait. Voilà, et dans l'art, il y a cette notion-là aussi. À un moment donné, les galeristes, à une époque de l'art, faisaient le là de ce qu'on exposait ou pas. Les directeurs de centres d'art décident de ce qui rentre dans les collections ou pas, de ce qu'on institutionnalise. Et dans cette institutionnalisation, eh ben, là aussi, quand on a du pouvoir, on l'exerce. Et on l'exerce aussi sexuellement, on l'exerce aussi sur le désir. Mais alors, c'est pas que la faute des hommes aussi. Hein. Pourquoi les hommes célèbres qui ont du pouvoir attirent ? Parce qu'on a aussi fait rentrer dans la tête des femmes qu'il fallait... c'est toujours pareil, en fait. Voilà. Donc, mais détricoter ça, c'est compliqué. Mais du coup, il faut faire du volontarisme. J'ai l'impression d'être militant aujourd'hui, là. Hein. Oui, pas une conférence militante, hein, mais en tout cas, voilà. C'est ce volontarisme-là de se poser les questions, en tout cas. Comment on juge, pourquoi on juge, quels sont les critères. Est-ce qu'on ne reproduit pas des choses dont on hérite, qu'on subit sans le savoir aussi. C'est des bonnes questions, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'ailleurs ? Parce qu'on parle trop là. Alors juste peut-être pour conclure, le Turc l'a très bien dit à l'instant. Là pour ce soir, le musico-photographie. Donc il y avait dans le jury, on était 4, du coup, en tous les cas 3 photographes, 2 hommes, 1 femme. On ne s'est pas du tout posé la question quand on regardait les photographies du sujet qui était caché derrière l'image. Et je pense que notre génération qui du coup expose actuellement a la chance enfin de pouvoir profiter de cette sorte d'anonymat qui laisse passer la pratique photographique, la pratique plastique en général, avant la question du sujet auteur. Et ça, c'est vraiment une chance qui va aussi faire modifier les consciences et modifier justement ce qu'on va voir demain sur les murs des musées et des galeries. Tu peux le faire aussi. Justement, comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants, la place des femmes est en train d'accroître dans la société, ce qui est plutôt positif. Je peux mettre en lien avec le travail de Charlotte Abramo et d'Angèle qui ont réalisé récemment le clip Balance ton quoi, qui était très bien réalisé. Mais est-ce que autant dans la vie de tous les jours que dans le domaine de l'art, est-ce que ça pourrait pas prendre le dessus, parce que donc la parole des femmes se libère, mais est-ce que ça pourrait pas être au détriment de la parole des hommes justement? Est-ce qu'on pourrait pas retrouver l'effet inverse, quoi? Là, on cherche l'égalité, de remonter entre guillemets les femmes au même seuil que les hommes, si on peut dire ça, c'est un peu maladroit, mais si on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que ça pourrait pas être l'inverse justement, et est-ce que ça pourrait pas nuire, etc. et arriver jusqu'au domaine de l'art justement? Alors c'est vrai que tout à l'heure j'évoquais la question de l'équité et de l'égalité, c'est vraiment cette question de balance, c'est comment mettre en valeur les femmes sans sous-représenter les hommes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du manifeste de la part des femmes, elles ont appelé ensuite les photographes, elles n'ont pas dit ni homme ni femme, qui étaient d'accord avec elles à monter sur scène. Au départ, ce sont des femmes qui se sont levées. Et au bout de la 5e, 6e personne, vous pouvez la voir, la vidéo, elle est en ligne, hein. Il y a des hommes qui se sont joints à elles. Et là, elles ont vraiment exprimé le souhait, justement, de faire une nouvelle société, un nouveau type, dans tous les cas, de modèle d'histoire de l'art contemporain et de la photographie contemporaine, avec cette équité, et non pas au détriment des hommes. Mais c'est vrai que c'est un système de bascule. C'est que là, s'il y a 50% de femmes à Arles, il y aura 30% en tous les cas, de moins que l'année dernière au niveau des hommes. Mais c'est vrai que en tous les cas, c'est la qualité plastique qui doit primer, la qualité photographique, et non pas cette question de sujet. C'est ce que tu évoquais très bien tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est une très bonne question, un très bon pas frein, mais quelque chose à avoir en tête. Après, on a de la marge. Hein. C'est un homme qui parle, je ne suis pas artiste, mais on a vraiment de la marge. Avant que les hommes soient opprimés,
il peut se passer quelques années où on les voit un peu moins aussi. Hein. Puisque de toute façon, c'est pareil dans les médias en fait. Enfin, je suis journaliste. Les médias sont tenus par des hommes, par des grands groupes, qui du coup reproduisent aussi ces mêmes choses-là et qui diffusent aussi l'information. Donc, Oui, encore une petite réflexion. Sachant qu'on paye le prix de notre passé macho, qu'on va le payer encore longtemps, que tout le monde le sait, est-ce que continuer de faire des débats à propos de ça n'est pas à double tranchant? Mais est-ce que c'est vraiment un débat? Voilà. Je pense c'est pas, l'idée. en fait. Donc je voudrais que finalement ça soit tellement clair pour tout le monde qu'on n'en Oui. parle même plus. C'est ça. Après, évidemment, il faut quand même encore se battre. Comment faire? Après, on évoque à l'instant, c'est une question de balance. C'est qu'une fois que l'équité sera un petit peu revenue, je pense que ça n'aura plus lieu d'être, justement. Même ce rapport à l'histoire de l'art que j'évoquais aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans, ça n'existera plus, parce qu'on saura très bien qui sont toutes ces femmes. Alors, j'en suis pas certaine, très sincèrement. non. Ah, au niveau de l'exposition, vous le dites. Alors là, C'est le pour pourquoi... marquer le coup aussi en fait. C'est pour aussi faire, tu vois. On doit promouvoir la femme en tant qu'artiste. Oui, on doit communiquer avec ça. Et en même temps, c'est une question qui ne devrait même pas se poser. Donc c'est très dangereux parce qu'à faire aussi une promotion très claire, encore une fois manichéenne, blanc, noir, homme, femme, ne pas avoir intégré un homme, par exemple, dedans, pourquoi pas, parce que là, on a décidé de mettre que des femmes. Ça remet toujours le débat en avant et ça ne le résout pas, en fait. Ça continue de le faire exister. Je voudrais qu'il disparaisse. Alors là, dans ce cadre, clairement, Alain Collard, donc, qui était le président de la salle d'attente, expliquait ça comme est-ce que j'aurais pu faire un sujet sur les photoreporters? Ben là, il a fait un sujet sur les femmes. Enfin, ils ont fait, parce que dans la salle d'attente, ils sont une quinzaine. Je crois qu'il y a même plus d'hommes que de femmes. C'était un sujet. Enfin, c'était une thématique. Pas du tout féministe, les femmes contre les hommes, quoi. Mais on est d'accord. Tout à fait. Après, c'est aussi une question de génération. Je pense qu'il y a une certaine éducation quand même qui fait que c'est de plus en plus normal. L'égalité homme-femme est de plus en plus normale. Ce qui n'était pas le cas pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Enfin, c'est bête, mais moi, ma grand-mère a été une des premières femmes à avoir le permis de conduire à Paris. Elle a mis sa fille dans une école mixte. Elle était instite. Toutes ses collègues pendant 1 an ne lui ont pas parlé. Non mais, voilà, donc on paye le prix, mais en fait il faut bien à un moment donné marquer les choses pour que aussi, en dehors des cercles convaincus ou assez éduqués et encore, hein, pour qu'en tout cas les choses soient visibles aussi, qu'on en fasse un débat assez pour qu'on prenne conscience, qui après rentrera dans les mœurs et fera que aujourd'hui plus personne ne se pose la question si les femmes doivent voter ou pas. Non mais je vous rappelle que c'est pas si vieux que ça. Hein. Les femmes en Tunisie ont voté avant la France. On a beau ironiser aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est pas si. Est-ce que la contraception doit être libre? C'est plus un débat. Ça l'était en 75. C'est pas si vieux. T'es né en 75. Donc ça, tu vois, c'est pas si vieux que ça. Non mais tu vois, donc il faut à un moment donné des actes forts aussi pour que tout le monde prenne conscience et qu'on se cache pas derrière. Ah oui, bon bah c'est bon, maintenant c'est fait en fait, ça va. Non, ça va pas. La preuve, dans les chiffres, ça va toujours pas en fait. Ben, je pense que c'est justement pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir sur la question des femmes. Elle venait pas de moi, hein, la question des femmes photographes. Mais moi, j'ai ajouté la cécité dessus, mais elle venait pas de moi. C'est justement le festival qui m'a demandé d'intervenir sur la place des femmes dans la photographie. Mais maintenant que tu connais Hélène, tu pourras accéder à toutes les photos toutes les vieilles photos de femmes que tu veux. Maintenant, tu as l'entrée là, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques ou des envies de... Merci. Par rapport à cette exposition-là, je voulais savoir si la presse avait suivi, puisque effectivement ce n'est qu'une petite île, si par exemple il y avait eu le même suivi presse, le même suivi d'expo que pour une autre expo thématique, comme tu l'as dit. Ah oui, alors ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, comme ici à Metz, nous on était à Reims, et vraiment les Parisiens, la presse parisienne, Fisheye Magazine, Culture Box, ils se sont tous déplacés
pour l'exposition, alors aussi parce qu'il y avait Doretta Lange parmi nous, hein, Ouais. mais pour l'exposition comme une exposition lambda. Par contre, les questions, selon les médias, selon les presses, enfin les types de presse, étaient un peu orientées. C'est vrai, c'était. Moi, enfin, je me souviens que y a eu Huggy les bons tuyaux dans Starkey Hutch parce qu'il y avait la discrimination positive. Je crois qu'aux États-Unis, la discrimination positive continue encore. Ça fait 45 ans qu'ils se la fadent. Je me dis qu'il faudrait que nous, on aille vite. Enfin, moi, les choses genrées me dérangent. Ce type d'exposition me dérange. Voilà, et je souhaiterais que ça aille vite. Voilà, qu'on n'aille pas enfin voilà, que systématiquement on ait des combats pour que le foot des femmes passe à 1 heure comme les autres. Enfin voilà, que ça avance. C'est parce que somme toute, bien qu'à mon avis les travaux soient intéressants, pour moi, femme, c'est comme une thématique noir et blanc en photographie, c'est pas une thématique quoi. Bah, comme Voilà. le modèle noir à Orsay, hein. Voilà, Enfin, c'est clairement. ça. Mais le problème, c'est que tant que c'est invisible, ce n'est pas questionné. Là, cette exposition, donc elle a lieu il y a vraiment 1 an, quasiment jour pour jour. Elle a commencé à être montée il y a 3 ans. À ce moment-là, c'était une thématique, en tous les cas, qui était assez peu visible et qui ressort là depuis 3 ans de manière assez folle. Mais je pense parce qu'il faut passer par là, comme le modèle noir à Orsay, pour un petit peu questionner la chose. Après, une fois que ça sera questionné, j'ose espérer, en tous les cas, que ça va disparaître pour laisser place à la plasticité ou à l'aspect photographique et pas du tout au genre. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait que ce soit réglé, en fait. Ce que tu dis, c'est ça, en fait. On peut proposer un vote, peut-être. Je reviens juste sur les États-Unis, du coup, mais quand même, moi, je voudrais dire un truc, c'est que il y a toujours de la discrimination positive aux États-Unis, malgré le temps qui passe. Mais ce qu'on appelle les Afro-Américains ou les Latinos, puisqu'ils en bénéficient aussi, attention, hein, comme les Amérindiens, ou les Native Americans, ils en bénéficient aussi aux États-Unis. Mais les Afro-Américains n'ont jamais été aussi libres qu'aujourd'hui aux États-Unis. Je rappelle quand même que dans les années 60, on les a quand même fait venir dans des cales de bateaux, entassés, pour être esclaves. Et jusque dans les années 60, on les pendait dans le sud des États-Unis. Il y a une très belle chanson là-dessus. On les pendait quand même aux arbres. Voilà, donc on part de là. Il y a, dans les années 60. Donc, heureusement qu'il y a eu la discrimination positive pour inverser la tendance, en fait, pour faire aussi comprendre que c'était plus possible. Pour dire dans les faits, on va marquer les choses. Alors oui, l'homme blanc mâle, le mâle blanc, et du coup a un peu moins de chances de réussir peut-être dans une fac américaine, parce qu'il est, mais voilà. Mais en même temps, il a toujours plus de chances que l'homme noir. Il va toujours moins en prison, il est toujours plus riche, il est toujours plus éduqué, il est toujours voilà, mieux regardé, il est toujours dominateur. Donc la domination de l'homme blanc, elle n'est pas finie, même si les femmes prennent un peu de pouvoir. Voilà. Pas qu'on ait tant peur que ça, en fait. Puis d'ailleurs, de quoi on a peur, en fait. Mais le volontarisme politique, il est nécessaire, sinon c'est compliqué, en fait, de changer vraiment les choses en profondeur. De ne pas faire juste un petit coup de peinture en disant quelques arbres qui cachent la forêt. Parce qu'après, on en connaît des photographes femmes, on connaît Diane Arbus, on connaît peut-être Sarah Moon, on connaît Viviane Meyer, on connaît. Mais voilà, c'est très très peu, en fait. Très très peu. S'il n'y a pas d'autres questions, on reste là-dessus. J'espère qu'on ne vous a pas trop plombé le moral. Et que voilà, il reste plein de choses à faire dans cette édition de festival. Donc j'espère que vous aurez encore envie d'en faire. Et puis je voudrais remercier Hélène. Avec plaisir. Merci à vous de votre présence. Je t'en prie. Alors il y a les musicographies à 18h, donc vous avez en fait la sélection des artistes photographes qui est présente sur les petits portants. Et puis alors je vous avoue que du coup je ne sais pas trop comment l'annoncer, mais donc on annoncera tout à l'heure les sélectionnés. Il y a un jury qui va remettre en fait les prix, en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci.